Analyse d'Andor saison 2, première partie. Eh ben, je crois que c'est ce qu'on peut appeler une sacrée entrée en matière. Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la première partie de la saison 2 de la série Andor. Je vous dis première partie car à la différence de la première saison où tous les épisodes étaient diffusés de façon individuelle, hormis les deux premiers je crois, ceux de la saison 2 seront diffusés au rythme de 3 épisodes chaque mercredi, étant donné que chacun fonctionne en arc narratif. Aujourd'hui nous avons donc pu découvrir le premier de ces 4 arcs narratifs. Et comme on a forcément énormément de choses à aborder, je vais commencer sans tarder en vous donnant d'abord un petit avis sans spoiler, pour ceux que ça intéresse, avant qu'on entre véritablement dans le détail. Donc je pense qu'on peut dire que ce premier arc reprend exactement les mêmes ingrédients que la première saison. On y retrouve les mêmes qualités et les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer dans cette série. Je dis difficultés car j'ai pas envie de parler tout de suite de défauts. Accordons-nous donc sur des points faibles, notamment au niveau du rythme, mais ce qui me fait retenir mon frein à ce sujet-là, c'est surtout que dans la première saison, eh bien elle aussi elle commençait exactement de la même manière, avec un rythme assez lent, le temps que toutes les choses se mettent véritablement en place. Et au final, on avait pu à terme comprendre que toute la saison était un vrai puzzle et que chaque élément installé au préalable allait prendre sens plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de me focaliser sur un seul petit point faible de cet arc, car je me dis qu'une fois la série terminée, ce point faible aura peut-être été nécessaire. Pour le moment, je reste donc assez abstrait, mais je vous expliquerai tout ça ensuite. Pour le reste, c'est toujours aussi bon. C'est surtout d'un point de vue technique que la série m'épate, que ce soit au niveau des décors, des environnements, des figurants, de tous les costumes, et bon Dieu qu'il y en a, de l'ambiance qui se dégage aussi, parfois joyeuse, parfois dérangeante, ou bien alors les deux en même temps, mais aussi du jeu des acteurs et actrices, et de la musique aussi. Franchement, pour le moment, j'ai envie de dire que ça augure du très très bon. Alors j'imagine que vous commencez à me connaître, vous savez ma réputation d'éternel insatisfait, et donc vous savez que j'évite de trop vite sauter au plafond. Je préfère rester prudent dans mes propos, d'atteindre une forme d'objectivité, quoi que ça puisse vouloir dire. Et surtout, j'essaye d'heurter personne. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier ce que j'ai pu voir aujourd'hui, et si la suite est du même niveau, voire meilleure, j'ai d'autant plus hâte de la découvrir. Donc voilà pour l'avis sans spoiler, mais passons maintenant justement au spoiler, et on va essayer d'aborder les choses de façon plus ou moins chronologique par rapport à ce qui nous a été présenté. Pour commencer, la série nous informe que les événements se déroulent 1 an après la fin de la première saison. On pouvait s'en douter, et quand on sait qu'au départ il devait y avoir 5 saisons, on comprend vite qu'ils ont dû garder les éléments les plus importants, quand bien même ça les obligeait à couper des instants de vie assez importants, et que ça implique donc que les personnages vont évoluer entre les épisodes. Mais j'espère que ça va pas être trop dérangeant au niveau du visionnage, qu'on n'aura pas l'impression d'avoir des trop gros trous dans l'histoire. On retrouve ensuite la belle intro de la série, et visiblement on garde ce truc de la musique évolutive avec une partition différente à chaque nouvel épisode pour que certainement tout vienne s'accumuler jusqu'au bouquet final. Ça se voit bien d'ailleurs la différence avec le générique du 2e épisode qui a quelque chose de très tribal avec beaucoup de percussions et qui vient clairement se démarquer des autres. Le premier épisode quant à lui s'ouvre donc sur la planète Sienar, ce qui est déjà intéressant car ce mot ne nous est pas inconnu. Sienar, c'est le nom de la compagnie, de l'entreprise, qui produit et qui développe les chasseurs de l'Empire. À la base, c'est aussi surtout le nom d'une famille, mais visiblement maintenant c'est également le nom donné à leur planète. Mais rien qu'avec cette petite information, on voit le soin du détail du scénariste Tony Gilroy, qui utilise ces éléments de l'univers étendu, certes pour faire plaisir aux gros connaisseurs, mais aussi parce que cela relève de la logique pure et simple, notamment par rapport à ce qu'on est en train de voir. On a aussi un autre petit clin d'œil à Rogue One, puisque Cassian utilise le mot de passe Kafren, et Kafren c'est également le lieu où on découvre le personnage dans le premier spin-off de Star Wars pour la première fois. Là où il apprendra justement que l'étoile de la mort est désormais une chose bien concrète pour l'Empire. Au-delà de ça, tout ce passage, il est là pour nous embarquer, j'imagine, dans une mission type de ce que peut faire Cassian désormais. On a aussi une excuse pour son maniement assez aléatoire du vaisseau,
vu que celui-ci est expérimental et aussi apparemment différent de celui qu'il devait manier. Mais perso, ça m'a aussi beaucoup fait penser à Anakin dans La Menace Fantôme, quand il détruit le vaisseau de la Fédération du Commerce sans faire exprès, ou bien alors, pour aller chercher plus loin encore dans l'arc d'Umbara de The Clone Wars, où les clones tentent de manipuler un chasseur ennemi, ce qui ne se fait pas sans dégâts. Ce qui est également intéressant ici, c'est la relation que Cassian peut tisser avec sa nouvelle partenaire, une personne au service de l'Empire qui veut désormais agir pour le bénéfice de la rébellion. On voit donc son tiraillement, ses doutes, notamment sur son éventuel sacrifice, ou bien juste sur la portée de son geste. Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je trouve que ce questionnement est magnifique. En tant que Français en plus, on a forcément un lien assez étroit avec ce qu'est la résistance. C'est donc toujours intéressant de voir des œuvres qui traitent de ces sujets et qui le font si bien, qui nous font réfléchir sur nos actes et la portée de ceux-ci, sur la manière de se révolter, sur ce que ça peut nous coûter, mais également ce que ça peut nous procurer. Je me suis refait Rogue One ces derniers jours pour me préparer, et de voir à la fin que tous les persos se sacrifient, en n'ayant absolument aucune garantie que tout cela finisse par aboutir réellement à quelque chose de positif, c'est absolument fou. C'est indescriptible, j'ai pas les mots pour décrire un tel courage. Et je crois même que c'est impossible de s'en rendre compte. C'est là où la série va vraiment performer, dans la manière qu'elle va nous montrer où tous ces gens vont trouver leur courage. Et c'est là où le discours qui suit de Cassian est important, voire primordial. Le fait de juste agir librement, selon sa conscience, rien que ça prouve que ça vaut la peine. Peu importe combien de temps ça va durer, ce qui compte, c'est d'y avoir participé, d'avoir fait l'effort. C'est quelque chose qu'on voyait ou qu'on entendait déjà dans la saison 1, notamment dans l'arc de la prison. Mieux vaut mourir en essayant de s'en sortir et de se révolter, plutôt que de mourir en leur donnant ce qu'ils veulent de nous. Et là où la série est également excellente, c'est qu'elle n'est pas édulcorée. Ce n'est pas un monde merveilleux, magique. Nombreux sont ceux à mourir en essayant. Et ça, on ne nous le cache pas. La mort est omniprésente. Elle l'a été, et malheureusement j'en ai bien peur, elle sera encore très présente dans les prochains épisodes. Pour contrebalancer, s'il y a bien une autre chose à retenir de ce premier arc, c'est sans aucun doute les relations amoureuses. Des relations qui prennent d'ailleurs des formes bien différentes, et c'est ça qui est assez étonnant. On a l'amour de jeunesse, assez innocent, qui représente la véritable lumière dans un monde de ténèbres, et ça vient renforcer le combat de ces dites personnes, et en même temps, ça montre la précarité de leur situation, ce côté éphémère de cette relation, que la moindre petite chose peut venir complètement bouleverser. Et puis on a d'autres relations bien différentes. On a le mariage de Leida, la fille de Mon Mothma, qui est volontaire mais en même temps arrangé. C'est donc littéralement pour le meilleur et pour le pire. Un vrai paradoxe. Je me demande aussi si ce n'est pas là pour servir de métaphore au fait que Mon Mothma a également le cul entre deux chaises, si vous me permettez l'expression, et qu'elle n'ose pas encore pencher véritablement dans la rébellion, et qu'elle croit encore pouvoir changer les choses pacifiquement, en étant encore entre les deux mondes. Et puis enfin, comble du spectacle, on nous révèle donc cette relation amoureuse que peuvent entretenir Dedra et Cyril Karn. J'avoue que celle-là, je l'avais pas vu venir. Ça a de quoi surprendre au premier abord et en même temps, c'est quelque chose d'assez compréhensible. Ce sont des personnages qui ont d'énormes points communs et en même temps de très grosses différences. Pour commencer, les deux se complaisent et trouvent la satisfaction dans leur travail, mais aussi dans l'ordre. Ils aiment ce qu'ils font. C'est ce qui les fait se sentir vivants. Toutefois, il ne faut pas oublier que Dedra est aussi une personne avec des soucis, notamment du stress. On a pu la voir prendre des médicaments à plusieurs reprises, et la série met régulièrement en avant le fait qu'elle ait des petits tocs de stress, que ce soit ses doigts qui tremblent, ou bien alors qu'elle puisse se sentir vite étouffée, notamment par son uniforme. A l'inverse, Cyril, lui, n'a pas du tout ce genre de soucis. C'est vraiment le fait de se sentir utile pour l'Empire qui lui fait se sentir vivant. On peut donc également se demander s'il aime vraiment sa compagne pour ce qu'elle est, ou s'il n'aime pas plutôt l'image qu'il se fait d'elle, à savoir d'une femme avec des convictions impériales, mais aussi une femme de pouvoir. Je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à étudier ensuite. Le point important qui les concerne ici,
c'est également la fameuse arrivée de la belle-mère. C'est marrant de voir deux figures aussi dérangeantes, aussi intimidantes, capables de torturer des gens, être aussi mal à l'aise face à une simple rencontre avec une petite dame qui vient d'en bas. Ça participe à toute cette ambiance malaisante, dérangeante qu'il peut y avoir durant leur scène. C'est quand même pas banal d'avoir fait le choix de nous présenter le quotidien d'un couple qui croit fermement à ce que fait l'Empire et qui y participe activement. Ça crée forcément quelque chose d'assez dérangeant chez le spectateur. Et comme j'ai pu le lire ailleurs, c'est marrant de constater aussi que tous les personnages de la série, rebelles comme impériaux, ont leurs propres angoisses, leurs propres traumatismes. Même Dedra qui a peur de l'échec. Mais Cyril, lui, le seul truc qui lui fait peur, c'est un repas avec sa mère. C'est là qu'on voit son détachement de la réalité et à quel point son dévouement pour l'Empire pose des questions sur ce qu'il est réellement comme être humain. Non, sérieusement, je pense que vous le mettez face à l'empereur, il sera quand même beaucoup plus à l'aise que face à sa mère, c'est une dinguerie. Ensuite, pour passer à la petite partie négative de ces épisodes, car il y en a une, ça va concerner tout le moment où Cassian reste piégé sur une planète de jungle avec un groupe de rebelles un peu débiles, il faut l'avouer. J'ai trouvé ça assez bizarre et j'ai pas trop compris pourquoi on nous les représentait autant comme des demeurés. Ok, ça montre la paranoïa qui peut régner dans ce genre de groupe, mais pourquoi faire durer ça aussi longtemps? Et pourquoi aller jusqu'à une espèce de pierre-feuille-ciseau de l'espace? C'est la question que je me suis posée durant tout mon visionnage, mais c'est aussi une question qui a été éludée à la fin de l'épisode 2, quand on nous révèle enfin où nous étions depuis le début, à savoir sur Yavin 4, la planète sur laquelle vont s'installer les rebelles d'ici quelques années, lorsque leur rébellion va réellement prendre forme. C'est donc un choix intéressant de nous le révéler de cette manière, mais je pense que le groupe aurait pu être traité un peu différemment pour que ça soit un peu moins gênant pour le spectateur. Même si ça met aussi clairement en avant un autre problème, à savoir celui de la désorganisation des rebelles, qu'ils ont vraiment besoin d'une chaîne de commandement, ce qui va sûrement finir par arriver. Mais en attendant, j'aurais bien eu envie de dire que comme pour la saison 1, c'est parfois les passages avec Cassian qui sont les moins intéressants, en comparaison de ce qui peut se passer du côté de Mon Mothma ou de Luten, ou bien alors du BSI. Et tiens, pour en revenir à l'Empire, on doit bien sûr aborder le cas de la fameuse réunion organisée par le directeur Krennic, car si vous vous souvenez de Rogue One, vous savez que c'est lui qui est à la tête du projet de l'Étoile de la Mort. On apprend donc que pour ce projet secret, l'Empire a besoin de mettre la main sur des ressources qui se trouvent actuellement sur une planète occupée par des habitants qui ne risquent pas de se montrer très coopératifs. J'ai beaucoup aimé ce moment avec le spot publicitaire digne des années 60 pour faire la promo de la culture locale, tout comme j'ai apprécié le fait qu'on nous présente clairement comment la propagande impériale se débrouille pour faire se propager sa propre vérité sur certains événements et pour aiguiller le grand public dans ce qu'ils doivent penser ou non. C'est aussi très instructif sur le fonctionnement des médias. Et on voit d'ailleurs qu'ils n'hésitent pas déjà à comparer les habitants aux simples insectes qui habitent leur planète. Il est également intéressant de voir le plan plutôt envisagé par Dedra pour régler ce problème des Gorman, car d'après ses dires, elle est prête à les voir se transformer en une vraie rébellion pour faciliter la tâche de l'Empire lorsqu'il s'agira de les faire dégager de leur planète. Et elle a raison en même temps, si ceux-ci sont officiellement des ennemis de l'Empire, alors ils n'ont plus besoin de faire semblant d'en avoir quelque chose à faire de leur sort. C'est ce qui, à terme, pourrait bien conduire à la dévastation des Gorman qu'on attend énormément, et ce qui pourrait bien provoquer cette fameuse crise d'angoisse chez Dedra qu'on a pu voir dans les trailers, et qui avait fait énormément parler il y a quelques semaines, car certains imaginaient déjà l'intervention de Vador, alors qu'il faut sûrement n'y voir qu'une simple, entre guillemets simple, crise d'angoisse que Dedra ne parviendrait pas cette fois-ci à contrôler. Pourquoi pas peut-être en découvrant l'horreur et le carnage qu'elle a pu provoquer, sans jamais avoir pris conscience de ce qui allait se passer. Ensuite, le gros événement de ce chapitre, c'est bien sûr le mariage sur Chandrila. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment de voir Mon Mothma encore plus déroutée que jamais, de la voir toujours flirter entre deux émotions contraires. Le point d'orgue de tout cela étant quand elle décide de se laisser aller, notamment à l'alcool, mais aussi à la danse où elle laisse tout son corps se déchaîner, tandis que ses larmes peuvent couler.
Ce qui laisse croire aux autres qu'elle participe activement à la fête, tandis que nous savons que c'est le personnage qui est complètement en train de craquer. Elle comprend ce que sa fille s'apprête à faire. Elle comprend qu'ils devront faire des choses atroces encore pour s'opposer à l'Empire. Elle comprend qu'elle ne peut plus se fier à ceux qu'elle pensait être ses proches. C'est vraiment un passage brillant, mis en exergue notamment par la musique électronique qui se joue en fond, et plus précisément sur la rupture nette de l'activité sonore à la fin de l'épisode. Franchement, j'ai adoré ce passage. Sans compter sur les quelques brèves interventions magiques de Luten, où une fois encore, celui-ci prouve qu'il est prêt à tout, notamment à faire assassiner Tai Kolma pour éviter que celui-ci ne révèle des informations sur les financements auxquels il a pu participer concernant la rébellion. Car désormais, et étant donné son état, il n'est plus un partenaire fiable. Je pense qu'on nous officialisera dans le prochain arc que celui-ci a bien été assassiné, puisqu'on le voit embarqué à bord d'un vaisseau piloté par Cinta, une agent au service de Luten, qui n'a pas peur des assassinats comme on avait déjà pu le voir dans la saison 1. On voit également que cet acte terrifie la cousine de Mon Mothma, Vel, qui a pu entretenir une relation amoureuse avec Cinta, et on nous a fait d'ailleurs comprendre qu'il s'était passé des choses entre les deux. À voir maintenant où la suite nous mènera, même si on comprend que parmi les rebelles, tous ne sont pas prêts aux mêmes agissements, aux mêmes actions ou aux mêmes sacrifices. Sachant qu'on sait tout de même où on va, je suis curieux de voir comment les choses vont arriver et vont se décider. Et puis pour conclure enfin avec ces 3 épisodes, comment ne pas parler de ce qu'il se passe sur la planète Minaro, où nous pouvons retrouver les compagnons de Cassian qui vivent difficilement en faisant des petits boulots, en venant en aide aux gens qui acceptent leur statut de réfugiés, quand bien même cela pourrait leur poser des problèmes. On a donc 2 thématiques importantes ici. La thématique de la collaboration, notamment avec le fermier qui finit par dénoncer Brasso, ce dont on pouvait se douter, car lorsque les impériaux font leur inspection, c'est littéralement la Gestapo qui fait une descente pour chercher des juifs dans une maison française. C'est là qu'on voit l'inspiration de Gilroy, qui a dit avoir énormément apprécié une série de chez nous, appelée Un village français, qui traite justement de cette période où la France était occupée. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et franchement, je pense que je vais finir par m'y pencher. Mais encore une fois, on nous montre la difficulté qu'il peut y avoir à se rebeller, qu'il faut déjà veiller aux autorités, mais qu'en plus de cela, on peut être trahi par ceux qui se déclarent comme étant nos amis, et que ça peut nous coûter très très cher. Je connais certaines personnes qui avaient d'ailleurs jugé le fait que dans le clip qui avait été diffusé de ce passage, c'était inconcevable de voir les Stormtroopers tirer aussi mal. Mais maintenant qu'on connaît la scène dans son entièreté, j'espère que ça va calmer les ardeurs de certains. Et puis bien sûr, l'autre thématique ultra importante de l'épisode, celle par laquelle j'avais envie de conclure mon analyse, c'est celle des abus de pouvoir des autorités. Notamment lorsqu'elles œuvrent dans des territoires éloignés où il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est celles qu'ils décident de mettre en place. C'est donc pertinent d'étudier déjà le traumatisme de Bix après la torture qu'elle a pu subir des impériaux, et que pire encore, la chose ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle devient désormais la cible d'un officier célibataire qui a fait d'elle sa proie. Peut-être que certains trouveront que ça va trop loin, que ça n'a pas sa place dans Star Wars. Mais on en revient alors à la fameuse question que je pose souvent. C'est quoi Star Wars ? Moi j'ai envie de dire, et je suis plutôt d'accord avec le fait que ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose de merveilleux et d'enfantin, comme on a pu le voir récemment dans Skeleton Crew, mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus mature, avec des thèmes d'adultes, comme dans Andor. Tout comme ça peut trouver un juste équilibre, comme dans les films de la saga. La seule chose qui compte, c'est qu'il y ait un thème de décider au départ, et que celui-ci soit bien traité, que ce soit bien fait. Et je trouve qu'ici, c'est très bien fait. Et que ça a totalement sa place dans le récit que Tony Gilroy a décidé de nous raconter. Si vous avez déjà ouvert un livre d'histoire, notamment sur la période de l'occupation, où vous avez vu des documentaires à ce sujet, vous savez combien les humains peuvent se faire du mal entre eux. Notamment lorsqu'ils savent qu'ils ne seront pas punis ni observés, et que bien souvent, ce sont les personnes considérées comme les plus faibles, donc les enfants mais aussi les femmes, qui ont le malheur d'en payer le prix. C'est ce qu'on voit ici. J'espère donc, et je pense, que la révolte sonnée par Bix lorsqu'elle décide de dire non et de ne pas se laisser faire, de refuser le sort que lui a destiné un impérial,
J'espère que tout cela, et en même temps je n'en doute pas, servira à son arc narratif. Et je ne pense pas me tromper en estimant que Bix risque bien de figurer parmi les rebelles les plus radicaux dans les actions qu'elle pourrait mettre en œuvre ensuite, notamment pour se venger personnellement de l'Empire, et ce, quoi qu'il en coûte. Bref, voilà plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant ce premier arc. Il y a sûrement plein de petits détails ou d'easter eggs à droite à gauche que j'ai omis, mais j'avais surtout à cœur ici de traiter des choses les plus importantes et de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc en résumé, je suis vraiment content et satisfait de façon générale de ce premier arc, et j'ai surtout très hâte de découvrir la suite. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit dans les commentaires, ou bien via le sondage que je publierai demain dans l'onglet communauté de la chaîne. Soyez donc au rendez-vous, car plus vous êtes nombreux à voter, et plus il est facile de se faire une idée de la vie générale. Je vous invite également à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit via le bouton rejoindre sur YouTube, ou bien alors sur Tipeee. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute. Ciao.